Radio Recyclerie, un espace sonore où vibrent les écologies. Aujourd'hui, je rencontre Maxime Delisle pour son livre « On a mangé la mer », publié par Futuropolis et illustré par Olivier Martin, dans lequel Maxime mène une enquête au cœur de la crise de la pêche en France. La vraie raison pour laquelle je passe à chaque fois, c'est 6-8 mois de travail assez solitaire. Je fais ça parce qu'il y a une cause qui est la cause de l'océan. Et j'ai envie de raconter l'océan, j'ai envie de raconter pourquoi l'océan est absolument vital pour la vie sur Terre, pourquoi il est en danger et pourquoi le principal de ces dangers, c'est le fait qu'on est en train de le dévorer. Bonjour Maxime. Salut Julien. Bienvenue dans Radio Recyclerie et bravo, car ton livre a été sélectionné dans le cadre du prix du livre Environnement 2025. Depuis 2006, la Fondation Veolia décerne le prix du livre Environnement pour soutenir et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète, avec comme idée fixe que la lecture, c'est un levier extraordinaire pour sensibiliser aux enjeux de notre planète. Moi, ma première question, Maxime, c'est quels sont les pouvoirs que toi tu donnes à la lecture ? C'est une bonne question. Je dirais que la lecture, ça apporte de la nuance et de la profondeur dans un monde où on a plus l'habitude maintenant de scroller, d'aller vite. C'est un monde qui s'accélère, qui se polarise. Et puis, alors que la lecture, ça donne le temps. On passe des heures ou des journées pour des bouquins qui font quelques milliers de pages sur un même sujet, avec des mêmes personnages ou avec un même auteur ou une même autrice. Et ça permet de se remettre dans une bulle et d'aller approfondir vraiment un sujet. Et je trouve que c'est très bénéfique, surtout dans cette période estivale pendant laquelle on enregistre ce podcast. On va pouvoir se mettre dans nos bulles et prendre le temps. Quand moi je pense au livre, tout d'un coup il y a plein d'images des livres et des moments qui ont un peu marqué ma vie. C'est fou comme ça arrive à vraiment réactiver des moments forts pour moi. Est-ce que toi tu as un livre, des livres peut-être qui ont été décisifs, qui ont vraiment marqué ta vie ? Je pense que c'est une bibliothèque qui a marqué ma vie. Beaucoup. Il y en a beaucoup, mais peut-être qu'il y en a deux que je pourrais prendre comme exemple qui sont assez complémentaires. Il y en a un qui s'appelle Mermoz. C'est la biographie de Mermoz par Kessel et qui m'a vraiment fait voyager et donné envie de partir, découvrir le monde, de vivre des aventures en équipe. Parce que Mermoz, c'était un des explorateurs des premiers explorateurs de l'aéropostale. Et il y a plein d'émotions, plein de sentiments, de fraternité, d'amitié, de découverte, de prise de risque. Et ça m'a vraiment fait voyager quand j'étais jeune, en tout cas mentalement. Et il y en a un autre qui a vraiment changé ma vie. Ça s'appelle Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne. C'est le bouquin qui m'a permis de comprendre le monde dans lequel on est en train de vivre et tous les changements à la fois climatique, biodiversité, avec cette approche holistique que Pablo Servigne a le talent de mettre en mots, avec à la fois beaucoup de science et de l'émotion. Et ça a été la goutte d'eau, pas forcément le grand déclic, mais la goutte d'eau qui m'a permis de me décider de m'engager. Ouais, tu parles d'engagement. Effectivement, Pablo Servigne, il a, je crois qu'on peut le dire comme ça, vraiment apporté la collapsologie en France et il a nourri pas mal d'engagement, mais aussi pas mal de traumas, je pense, d'angoisse, de moments où on a l'impression qu'il y a plus de sol sous nos pieds et que tout s'effondre. Et d'ailleurs, il va bientôt ressortir un livre pour continuer sur ces questions-là de collapsologie. Et j'ai hâte de pouvoir l'avoir entre mes mains, ce livre, parce que je partage aussi que le moment où j'ai lu le livre de Pablo et de Gauthier, si je dis pas de bêtises, Gauthier Chapelle, ils sont deux, parce qu'en général ils travaillent aussi avec Raphaël Stevens et je me mélange un peu les pinceaux de qui écrit quoi quand, mais bon. Comment tout peut s'effondrer, c'est avec Raphaël Stevens. Ah voilà, c'est ça. Et ben ça m'avait un peu fait ce sentiment de oula. Alors que pourtant, je pensais être conscient de plein de choses. J'ai ajouté un autre bouquin, le bouquin qu'il a écrit après, qui s'appelle Vivre, oui. Et qui fait énormément de bien. Et il y a une chose qui m'a absolument marqué dans ce bouquin, c'est la capacité du cerveau humain à vivre plusieurs émotions en même temps. Et entre autres, de se dire, on peut être totalement déprimé et effrayé par la crise dans laquelle on est, c'est même plus qui arrive, mais dans laquelle on est, et en même temps, on peut être joyeux de vivre avec sa famille, ses enfants, ses amis, ou en pleine nature, et d'avoir ces deux émotions en même temps, ça permet de relâcher la
la claque qu'on se prend dans comment s'effondrer. Bon, plus généralement, je crois qu'on peut aller dévorer la bibliographie de Pablo, qui en plus souvent écrit ses livres avec d'autres personnes. Moi, les deux qui m'ont vraiment, vraiment marqué, c'est Une autre fin du monde est possible et L'entraide, l'autre loi de la jungle, qui est un peu plus peut-être aride, très scientifique, mais aussi passionnant pour voir à quel point, en réalité, c'est pas la compétition qui est la loi de la jungle, ni la violence, mais vraiment l'entraide. Et puis là, il en a un publié un, il me semble que c'est l'année dernière, sur le pouvoir du suricate, qui est aussi vachement bien sur comment en fait on peut pas éradiquer nos peurs, mais mieux les identifier pour ensuite savoir les gérer et faire en sorte qu'elles aient leur juste place dans nos vies. Bref, que des super livres. Toi, tu dis que ça nourrit ton engagement. Alors forcément, là, on va parler de ton engagement d'auteur, parce que tu as écrit des livres, notamment des BD, pour pouvoir alerter, sensibiliser, transmettre ce que tu vivais au quotidien en tant que personne engagée. Est-ce que c'est l'engagement qui t'a donné envie d'écrire, ou est-ce que tu écrivais avant? Et si oui, pourquoi tu t'es dit que tu pouvais plus rester simplement dans le fauteuil confortable du lecteur? J'ai commencé par écrire il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai commencé en 2019, donc ça fait 6 ans maintenant. Et depuis, c'était une écriture assez frénétique pendant quelques ans, parce que j'ai sorti 3 bouquins en 4 ans. Ah ouais. 3 BD, en effet. Mais la première est presque partie d'une blague. En fait, en 2019, j'ai fait un voyage en Alaska avec des amis pour aller en kayak voir des baleines et des ours. Et au début, en préparant ce voyage, en s'entraînant à faire du kayak, parce qu'on ne savait pas faire de kayak, on a dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait un podcast, un blog, un compte Insta? Et puis, il y en a un qui a dit, mais on ne ferait pas une BD, c'est cool de faire des BD. Et là, j'ai pris la balle au bond et je me suis dit, mais oui, c'est vraiment bien. Et tout de suite, ça m'a pris de commencer à me plonger dans cette créativité, de quelle histoire on peut raconter, comment on peut mettre du beau et du sens en même temps. Et en fait, ça, c'était avant le voyage. Et pendant le voyage, je lisais ce bouquin de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer. J'ai vu de mes yeux vraiment l'impact de l'humanité sur la biodiversité, sur ce grand sauvage très loin de tout. Et puis on voyait le réchauffement climatique, on voyait la sécheresse, on voyait le plastique. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager pour l'océan. Donc, c'est à peu près concomitant, mais j'ai commencé à écrire un tout petit peu avant. Pour qui tu écris, toi, Maxime? Est-ce que tu sais pour qui tu écris? Il y a 2 choses. Je pense que il y a un peu pour moi et surtout pour les autres. Pour moi, je trouve que l'écriture, ça permet de vraiment fixer des idées. C'est souvent des sacs de nœuds dans ma tête quand c'est en pensée. Et dès que je prends un stylo et une feuille blanche et que je commence à écrire ou faire des storyboards de BD, tout devient assez limpide. Ouais. Et c'est vraiment un processus créatif qui est bienfaiteur pour moi. Et la vraie raison pour laquelle je passe à chaque fois, c'est 6-8 mois de travail assez solitaire. Je fais ça parce qu'il y a une cause qui est la cause de l'océan. Et j'ai envie de raconter l'océan, j'ai envie de raconter pourquoi l'océan est absolument vital pour la vie sur Terre, pourquoi il est en danger et pourquoi le principal de ces dangers, c'est le fait qu'on est en train de le dévorer. Et donc, j'essaie de mettre en bande dessinée, en images, tout ça. Et donc, sur les 3, le premier, c'était un peu de l'aventure, de l'émotion assez personnelle. Le deuxième, je raconte les histoires de Sea Shepherd. J'ai passé 1 an sur les bateaux de Sea Shepherd à être chef de quart, et puis commandant en second à faire de la lutte contre la pêche illégale, et donc raconter la surpêche en Afrique de l'Ouest et ses impacts à la fois sociaux et environnementaux. Et on a mangé la merde. J'avais envie d'être un peu plus ramener le sujet chez nous, en France, pour informer les Français de l'importance de l'océan et de l'importance de ce qu'on met dans nos assiettes. On entend les mouettes derrière toi, c'est possible ça? C'est très possible, j'habite Lorient. Donc, en effet, il y a des... Tu nous fais le lien justement avec ma prochaine question, qui était justement de parler de ton livre On a mangé la mer. Donc, il a été publié par Futuropolis et illustré par Olivier Martin. Il est très beau, bravo. J'avais adoré ton livre précédent et celui-ci est au moins à la hauteur de ce précédent livre. Tu as commencé à répondre à la question. J'allais te demander avec quelle intention tu as écrit ce livre-là, tu dis que tu veux rapprocher un peu voilà, toutes les menaces qui planent sur l'océan des Français. Dis-moi en plus, s'il te plaît. Ouais, donc on a mangé la mer, c'est une enquête sur la crise de la pêche en France. C'est du documentaire. Je suis allé voir une 50aine
d'experts ou de pros en donnant la parole à tout le monde, que ce soit des pêcheurs, des petits et des grands, des politiques, des petits et des grands, des industriels, des scientifiques, des militants, des consommateurs, pour, euh, pour vraiment raconter cet endroit qui est absolument merveilleux qu'est l'océan et qui est gigantesque et impressionnant d'un côté, mais qui est très fragile et de plus en plus fragilisé parce on le vide de sa vie, on le vide de ses poissons. Alors qu'en fait, les poissons, la biodiversité, c'est le système immunitaire de la planète et on est en train de le dévorer, tout ça. Et je voulais rentrer à la suite de Pillage, celui d'avant, c'est assez militant. On suit Sea Shepherd, c'est pas pirate, mais c'est ces activistes qui luttent contre la pêche illégale, la corruption, etc. Et c'est un bouquin qui est un peu plein de colère, c'est un cri d'alerte. Je voulais rentrer dans plus de finesse avec On a mangé la mer et aller donner du sens, et pas faire de sensationnel. Je voulais vraiment que ce soit un appel au dialogue entre toutes les parties prenantes. Et c'est pour ça que je donne la parole à tout le monde, pour montrer que c'est pas à la fois c'est très simple, c'est qu'il faut qu'on arrête de dévorer l'océan, mais à la fois il y a vraiment de la co-responsabilité. C'est l'État doit faire sa part, les pêcheurs doivent faire leur part, les industriels et les consommateurs doivent aussi faire leur part, et que chacun ensemble on peut trouver l'énergie pour le faire, parce que les solutions on les a déjà. Et l'intention c'était voilà, se dire il y a urgence océanique, on sait quoi faire, allons-y tous ensemble. Pourquoi il fallait que tu le fasses toi? C'est un peu provoquant comme question, pardon, mais moi j'ai l'impression que j'ai déjà entendu ça avec, tu vois, Bloom et Claire Nouvian, en fait, même depuis avant ça, avec François Sarano, avec, bah, tu le disais, il y a Sea Shepherd, il y a Lamia Essemlali qui prend la parole souvent sur ces questions. Pourquoi tu t'es dit non, mais en fait, vous avez pas compris, vous l'avez pas compris comme ça peut-être? Pourquoi t'as pas pu résister à ce besoin de faire cette BD-là? Ben, en fait, tant que l'océan ira mal, il faut qu'il y ait plus de gens qui s'y mettent, peut-être. Et donc, peut-être que Claire Nouvian, Lamia, Paul Watson, c'est pas suffisant. Ils ont une manière de raconter, une manière qui est absolument nécessaire, que j'estime énormément, parce qu'ils m'ont beaucoup guidé dans mes réflexions. Mais je pense que ça me manquait, où j'avais envie d'écrire ce bouquin avec peut-être un peu plus de nuances et une vision plus systémique. Dans le bouquin, on parle pas que de pêche, en fait. On parle de pollution, on parle de changement climatique, on parle de consommation, on parle de politique, en prenant le temps. Et ça n'existait pas. En fait, il y avait aucune BD sur la pêche comme ça. Il y avait des bouquins un peu techniques de scientifiques, mais il y avait aucune BD. Et c'est ce que, ouais. Donc le format n'existait pas et l'approche conciliante n'existait pas, je pense. Et puis après, quand un bouquin, il y a tout simplement une espèce de feu intérieur. J'avais besoin de sortir ce truc, donc j'ai commencé à l'écrire. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un super éditeur, Futuropolis, qui m'a dit mais c'est super, faut qu'on le fasse. Puis on a trouvé Olivier Martin qui a fait un travail incroyable de mise en image. Il a un talent fou pour faire des planches et des cases qui sont superbes et qui donnent beaucoup d'émotion et beaucoup de complexité à tout ça. Donc ce complexité, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce livre. Ouais, et bravo pour ça, hein. Excuse-moi si tu t'es senti attaqué, mais j'avais besoin que tu nous dises ça comme ça. Tu parlais tout à l'heure d'une bibliothèque qui a changé ta vie. Moi, j'aime bien l'idée de me dire que les livres, un peu sur leur bibliothèque, ils sont liés, tu vois, que parfois, on pourrait presque nommer un peu des familles de livres avec des frères, des sœurs, des cousins, des parents, tu vois, un peu ces liens entre les livres qui sortent et qui sortent en fait jamais de nulle part. Est-ce que toi, tu as identifié un peu la famille de ton livre parce que le ton, parce que le sujet traité, parce que la beauté des images, je sais pas, t'as un peu cette idée de la famille qui entoure ton livre et qui a précédé aussi ton livre? Je le nommais pas comme ça, mais je trouve que c'est une idée très juste et une belle manière de nommer. Il y a en effet une famille, parce que ce livre, je fais parler des gens, dont des gens qui ont écrit des bouquins, et il y en a deux qui m'ont vraiment aidé à écrire On a mangé la mer. Le premier, ça s'appelle La pêche écologie. C'est Didier Gasquel, qui est un des scientifiques à Alliot, donc c'est expert en pêche, qui est un des plus grands scientifiques français sur le sujet, qui a écrit un bouquin, qui a créé ce concept de pêche écologie. On connaît l'agroécologie, et là c'est le pendant marin de l'agroécologie. Donc c'est comment on peut réduire au maximum les impacts en allant vers des pratiques de pêche qui
pas protègent, mais détruisent le minimum le milieu. Et je trouve ce concept génial et c'est vers là qu'il faut aller. Ça, c'est un premier bouquin. Le deuxième bouquin, qui est plus global, s'appelle Ralentir ou périr de Timothée Parikh. C'est sur la décroissance et comment c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et qu'on peut planifier, réfléchir et que ça peut être enthousiasmant et joyeux et que c'est pas juste une punition, mais c'est une nouvelle manière de voir le monde. Et je trouve ça génial. Et puis, dans la famille, pour aller vers des BD, je l'ai pas mis dedans, mais ça m'avait beaucoup inspiré sur la manière de créer des bandes dessinées, de raconter des histoires, de découper des pages. C'est L'Âge d'eau de Benjamin Flao. C'est une BD absolument sublime, très poétique. C'est dystopique, mais finalement, c'est très joli. Il se positionne à Nantes quand les eaux auront monté et on est dans un monde un peu à la Waterworld où on suit un personnage, son frère et son chien bleu qui évoluent dans ce monde. Et il y a des esprits, il y a plein de choses. Et le dessin est absolument merveilleux. Et le tome numéro 2 sort le 20 août. Donc, quand on écoutera ce podcast, il sera déjà sorti. Et j'attends ce deuxième tome depuis 5 ans avec impatience. Alors là, tu parles de Waterworld, mais si j'avais élargi la question, on aurait pu effectivement se dire quels sont les films un peu aussi et qui sont en lien avec ton livre. Et tout de suite, les images me sont revenues. Kevin Costner sur son... c'était quoi? C'était un trimaran, je crois, à l'époque. Oui, un trimaran. Il naviguait d'île flottante en île flottante. Ah, il m'avait vachement marqué ce film. Ah, je m'en rappelle clairement, là, ça y est. Tu m'as remis les images en tête. Alors, j'enchaîne avec mes questions. Ouais! Adoré comme adolescent et je l'ai re-regardé il y a pas longtemps et finalement c'est quand même encore assez génial. Ouais, c'est vrai que ça a été un flop commercial, c'est fou parce qu'il il a eu souvent un peu cette folie des grandeurs Kevin Costner. J'avais pas prévu de parler de lui, mais il a quand même fait un de mes films, pour pas dire mon film préféré, qui est Danse avec les loups, et rien que pour ça, respect éternel à lui. Kevin, si tu nous écoutes. Tu parles de BD depuis tout à l'heure et moi c'est vrai que quand en tout cas en tant qu'auteur, mais aussi en tant que lecteur, quand j'ai envie de comprendre un sujet de fond en comble, je me dirige pas, tu vois, de premier abord vers la BD. Je vais vers l'essai, avec un texte un peu sans doute plus sec, plus direct, mais une organisation qui me permet par chapitre de mieux naviguer dans le livre, de voir les infographies, les ressources. Toi, pour parler de ce sujet qui apporte quand même énormément d'éléments, des éléments chiffrés, tu parlais d'enquête, on imagine les liens, on imagine tout un tas de choses, comme une sorte de grand tableau comme sur les séries avec des enquêtes et des meurtriers, des fils rouges, des photos, des choses comme ça. Pourquoi toi t'es allé vers ce format de la BD, tu sais? T'as une stratégie derrière ça ou c'est parce que c'est le format dans lequel tu te sens le plus à l'aise? Je pense que la première réponse c'est ça, c'est le format dans lequel je me sens à l'aise parce que je suis visuel et que je trouve que on peut faire passer tellement d'images, tellement d'idées, enfin, on peut passer tellement d'idées, d'émotions, de chiffres, d'informations dans une seule case, dans une seule page. Je trouve que ça marche bien. On est vraiment dans l'ère de l'image. Et puis, il y avait aussi le désir de mettre ce sujet de la pêche qui est encore assez... tu dis que c'est pas mal dans le grand public, mais en fait, pas tant que ça. La pêche et l'océan, c'est à 30 ans de retard sur le climat. Il n'y a pas encore de COP océan, alors qu'on est à la COP 30 cette année. Et donc, le but, c'était de mettre ça dans les mains d'un public le plus large possible, qui soit pas un public soit sensibilisé à la cause de l'océan, à la cause de l'environnement, soit sensibilisé au militantisme, etc. Et donc, ou alors un public très expert, de techniciens. Et donc, je me suis dit, la BD, ça met des sujets qui peuvent être techniques, qui peuvent être sombres, mais dans la main de tout le monde, de 7 à 77 ans, parce qu'on arrive à mettre du beau sur des sujets qui sont compliqués. Et donc, je me suis dit que c'était un bon format à tester. Il y a une espèce de folie de la BD avec depuis Jean Covici sur tous les sujets. Mais je trouve qu'il y a un vrai, il y a quelque chose de vrai en fait, en 2 heures ou 3 heures de lecture, les gens arrivent à effleurer le sujet de la pêche en comprenant plein de choses sans passer un moment trop douloureux. Donc, je trouve que c'est un bon format pour pousser ce sujet dans le grand public. Ouais, tu parles de la BD de Jean Covici, Un monde sans fin, qui a effectivement été un succès incroyable. Je crois que c'est avec Blin qu'il a fait cette BD.
et des centaines de milliers, pour pas dire proche du million, hein, je crois, de ventes, En millions. rien qu'en France, puisque ça a été traduit en dizaines de langues et publié dans des dizaines de pays. C'est assez incroyable, t'as raison, il y a eu un peu cet emballement derrière de sensibilisation par la BD. Tu as commencé un peu à répondre à cette question, mais j'ai quand même envie de te la poser. Tu passes par le beau. La BD, elle est quand même assez lumineuse. Elle donne envie de tourner les pages. Et pourtant, bon, bah, le livre, c'est quand même un livre enquête. Tu vois, c'est une plongée dans un système qui tue. Il y a un peu cette agression par les chiffres de centaines de milliers de tonnes de poissons qui sont, comme on le dirait avec mes R guillemets, prélevés en France. Euh, Quelles émotions, toi, tu as envie que les lecteurs et les lectrices y ressentent en parcourant ton ouvrage? Et là aussi, tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu stratégique? Est-ce que tu as identifié les leviers classiques par lesquels on essaie de sensibiliser, de mettre en mouvement? Est-ce que tu veux te mettre en contre ou dans la continuité de ce qui se fait d'habitude? Ouais, ça, c'était très pensé. Et donc, en fait, il y a 3 phases dans le bouquin. On commence par une claque. Après, on rentre dans claque pour créer des émotions. Donc là, le premier chapitre, si on voit un truc totalement aberrant, c'est un des plus grands chalutiers du monde qui fait 130 mètres. Dans ses filets, on peut mettre 13 jumbo jets. Enfin, c'est gigantesque. Ce bateau, il pêche légalement dans les eaux françaises. Et il y a eu un accident de filet qui fait qu'il y a un banc entier, une mer de poissons morts pour rien, qui dérive au large de La Rochelle. Et on commence par ça en disant, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas possible qu'on soit en train de vider l'océan à ce point-là. Deuxième chapitre, c'est une autre claque avec des dauphins. Il y a entre 5 et 10 000 dauphins qui meurent tous les ans le long des côtes françaises parce qu'ils sont pris dans les filets de pêche. Et donc, voilà, on commence avec cette claque en disant, qu'est-ce qui se passe? Et puis ensuite, on va assez vite dans de la compréhension de pourquoi l'océan est important, comme je le disais, parce qu'il nous apporte l'oxygène, c'est le plus gros régulateur du climat, il apporte de la nourriture. Pourquoi on est en train de le mettre en danger, parce qu'on le pêche. Et puis après, on plonge dans la compréhension globale de la responsabilité de la pêche, la responsabilité de la terre. Il y a un lien très très fort entre la terre et la mer. Et donc en fait, la pollution qu'on crée ici à terre se déverse dans l'océan et ça a beaucoup d'impact sur les poissons et sur les écosystèmes, changement climatique, etc. Et donc, après la claque, on dit, ah, ok, je comprends que c'est plus complexe, c'est pas binaire, c'est pas juste des pêcheurs. Les pêcheurs, c'est le bras armé d'un système. C'est pas eux les uniques responsables du tout. Et à la fin, je voulais vraiment donner de l'espoir et des solutions parce qu'il y en a. Et le plus gros espoir qu'on a, c'est que l'océan est enfin, il est incroyablement résilient. Si on le laisse tranquille, les poissons y reviennent, mais en quelques années. Les petits poissons y reviennent très très vite parce qu'ils se reproduisent très très vite. Les gros mammifères marins comme les baleines reviennent aussi. Dans les années 80, on était au bord de l'effondrement et maintenant elles reviennent parce qu'on a décidé collectivement à l'échelle mondiale d'arrêter la pêche à la baleine. Et voilà. Donc on sait que ça marche. On sait quoi faire avec des aires marines protégées, avec des changements d'alimentation. Il faut qu'on réduise notre consommation de poissons. Et on sait de combien. Et on a plein d'alternatives alimentaires qui sont incroyables, des recettes de dingue qui permettent de mettre la fête sur la table sans forcément manger plein de poissons. Et donc c'est cette séquence qui a été réfléchie on met une claque pour créer de l'émotion, on met de la raison derrière et ensuite on met de l'espoir pour qu'à la fin, quand on tourne ce bouquin, on dit j'ai compris et je peux agir. On est en train d'enregistrer à distance pour les personnes qui nous écoutent si elles ne l'avaient pas remarqué. Et donc de temps en temps, il y a peut-être un peu des mini sauts de connexion. J'ai entendu les mammifères malins. Et ça m'a beaucoup plu. Je ne sais pas si ça fait exprès ou je ne sais pas si ça a vraiment dit les mammifères marins, mais j'ai bien aimé les mammifères malins, pardon. C'est plutôt malin, et c'était plutôt marin. C'est plutôt ça. Mais les deux marchent. Tu as commencé à donner un peu des éléments clés, mais s'il y a, tu vois, un peu en teaser, pour accrocher les gens, il y a un fait marquant que tu as envie de leur livrer, peut-être toi ce qui a été la claque ou peut-être justement ce qui t'a donné le plus d'espoir. Tu parles d'espoir. Est-ce qu'il y a un fait, un chiffre que tu veux nous partager là maintenant? Je pense qu'il y a une chose Ouais, il y a une chose, c'est tout est lié. Et avant d'écrire ce bouquin, je segmentais, il y avait une espèce de muraille entre la mer et la terre. J'avais l'impression voilà, et que c'était pas lié, alors qu'en fait, tout est lié et que nos activités terrestres sont hyper, hyper liées. Un, un exemple très, très marquant, on en parle très rapidement dans la BD, mais ça m'a beaucoup marqué, c'est que actuellement, il y a une famine
dans la Méditerranée qui a un impact très fort sur les sardines. Et ça, c'est parce qu'il y a une sécheresse. Donc, en fait, il y a moins d'eau dans les rivières et que l'eau des rivières, en fait, apporte la nourriture à, à l'océan. Et que cette nourriture, c'est des petits éléments naturels, c'est des feuilles qui se désagrègent, c'est des nutriments. Et tout ça, c'est en train de disparaître. Et donc, on est en train d'affamer l'océan parce que le changement climatique fait qu'il y a moins d'eau. Et à l'inverse, il y a moins d'eau et il y a plus de pollution. Tout ce qu'on est en train de faire, il y a un gros sujet avec la loi du plomb actuellement, mais tout ce qu'on produit ou tout ce qu'on met dans nos terres actuellement en termes de pollution, ça a un impact sur les poissons et entre autres le plastique. Il y a des études scientifiques qui sont sorties il n'y a pas longtemps sur le nombre de microplastiques sur les poissons, dont les poissons gras comme le thon ou le saumon, et c'est hallucinant. Donc, c'est pas l'océan lointain avec des pêcheurs barbus très loin qui font leur affaire. C'est nous aussi ici, qu'on soit à Lorient ou peu importe où on soit en France, mais tout est lié. Moi, j'ai un peu la casquette de l'utopiste forcé, j'allais dire, ou en tout cas stratège avec le projet 2030 Glorieuse. Et cette mission, elle inspire ma question qui vient là, pour essayer de voir ensemble si dans les livres qui sont autour de nous, il y a une proposition enthousiasmante de ce à quoi pourrait contribuer ton livre si il devenait un best-seller, pour le dire un peu rapidement. Imaginons que les livres sont des fenêtres, que souvent elles renvoient vers le passé, mais qu'elles peuvent aussi proposer des futurs enthousiasmants, souhaitables. Est-ce que toi, tu as un livre auquel tu penses qui donne à voir le monde qui pourrait découler de la compréhension que viendrait susciter ton livre s'il se propageait largement? J'adore cette approche. La réponse est non, mais j'ai trouvé un livre un peu miroir. Parce qu'en fait, comme je disais, le sujet océan et alimentation, il est assez émergent. Donc, on n'a pas encore créé la suite. La suite, c'est simple, il faut qu'on réduise et en gros, on va repeupler l'océan. Et parce qu'on va repeupler l'océan, ça va être merveilleusement beau et merveilleusement fort pour avoir une planète qui est résiliente. Mais pour ça, en fait, j'ai trouvé un bouquin que j'ai fini il n'y a pas longtemps, qui est dingue, qui s'appelle Rendre l'eau à la terre, de Baptiste Morisot. Ouais. Et je pense que ça fait écho, parce que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est pas rendre l'eau à la terre, c'est qu'il faut qu'on rende les poissons à la mer. Et donc, c'est la 4e de couve de ce bouquin qui parle en fait, de relation au vivant et comment on peut arrêter nos pratiques destructrices, s'allier avec le vivant, dont avec des espèces. Dans ce bouquin, il parle du castor. J'ai une nouvelle passion pour ce castor, c'est agréable. Et en fait, donc il n'y a pas de bouquin qui existe sur changer notre alimentation, arrêter de surpêcher, arrêter de surconsommer du poisson, mais s'allier avec les poissons, comme ce bouquin nous propose de nous allier avec les castors. Je trouve que c'est dans la même direction. Tu veux nous lire un petit passage? Avec plaisir. Merci. Je commence? Ouais, allez, vas-y, on t'écoute. Ouais, ok. Alors, sur la planète Terre, une rivière vivante s'entoure de milieux humides qui protègent la vie. Pourtant, nous lui avons pris ces milieux pour déployer nos villes et nos agricultures industrielles. Corsetées, drainées, bétonnées, les rivières ne peuvent plus nous préserver du climat déréglé. Face au péril, il est temps de rendre l'eau à la terre pour abreuver les déserts que l'extractivisme nous laisse en héritage. Et après, il dit une question: comment ramener l'eau à la vie? En enquêtant sur le temps profond des rivières, on découvre qu'elles ont coévolué avec une forme de vie qui travaille depuis des millions d'années à hydrater les milieux. C'est le castor. Il ralentit l'eau, l'infiltre dans les sols, la purifie et la donne en partage à tous les vivants. Il façonne ainsi des oasis de vie qui peuvent nous aider à traverser les sécheresses, les feux et les crues. Son action amplifie la vie. Et un peu plus loin, il dit: en ces temps bouleversés, il est temps de passer des alliances avec des puissances non humaines, d'explorer la possibilité de participer, en humain, à l'auto-guérison du monde et d'apprendre, nous aussi, à amplifier la vie. Il y a vraiment un truc autour de l'eau, Maxime. Les rumeurs disent que le prochain livre de Damasio va être sur l'eau aussi, sur sa richesse, sur ses pouvoirs, sur Génial. Tout ce que ça implique, à la fois de très concret, très, très scientifique, très raisonné, un peu comme ce que nous livre Baptiste Morisot, mais aussi tout ce qu'il y a de plus
spirituel impalpable derrière l'eau. Toi, c'est ton milieu de prédilection, c'est ton élément un peu totem, je sais pas comment le dire. Clairement, clairement. Ben, déjà, je pense on vient de l'eau, hein. Ouais. Nous, animaux humains, on vient de l'eau. On est sorti de l'eau il y a 400 millions d'années, je crois. On est fait à 80% d'eau. Et c'est pour ça que j'habite Lorient. Moi, d'origine, j'ai grandi en région parisienne. Mais depuis toujours, dès que je vois l'horizon et ensuite dès que je me baigne dans de l'eau salée, j'ai pu avoir passé la pire journée de la Terre. Je vais mieux, mon rythme cardiaque se ralentit, je retrouve le beau, de l'espoir, de la respiration. Donc clairement, euh, l'eau est mon élément. Et donc j'essaie de surfer, de nager, de kayaker parce que ça fait beaucoup de bien, ça fait voilà, des bonnes émotions. Je te pose vraiment la question avec curiosité parce que tu vois, là, moi, je tourne la tête, je vois la Grande Sûre qui est une des plus belles montagnes de la Chartreuse et tout ce que tu viens d'évoquer, je le vis, mais avec la montagne, avec les forêts, avec l'altitude, des panoramas beaucoup plus minéraux, c'est sûr, mais qui aussi peuvent s'étendre à perte de vue. Et c'est pour ça que j'ai de la curiosité, parce que tout ce que tu viens de me dire, je le vis, mais pas du tout avec le même élément. Et donc, quand je suis dans l'eau, moi, je suis un peu plus dans l'inconfort, même si j'ai appris à être plus confortable avec l'eau et avec les milieux qui me semblent tellement inconnus qu'ils sont au mieux un peu intimidants. Mais je te pose vraiment cette question avec beaucoup de curiosité, parce que c'est pas encore très naturel pour moi tout ça, tu vois. Ok, intéressant. Mais je trouve que les marins et les montagnards se ressemblent. Ils ont chacun leur élément, mais ce qu'on va chercher, c'est la connexion à la nature, c'est les grands espaces, c'est les horizons lointains, c'est le rythme cardiaque qui soit se ralentit en regardant un coucher de soleil derrière la montagne, soit s'accélère parce que on grimpe ou en vélo ou en rando sur les montagnes. Ce que je retrouve surtout beaucoup entre ces deux mondes, c'est l'humilité, tu vois, face à quelque chose dont on sait que quoi qu'il arrive, il nous dépassera toujours. Et ces deux milieux sont plus forts, plus denses, plus complexes, plus ébouriffants que nous, et ils seront toujours là en fait. Et nous, on passe, et tout ça, même si là, malheureusement, on est en train d'avoir un fort impact dessus, ils seront là bien après nous, et c'est ça, moi, je trouve, qui relie les montagnards et les marins, c'est ce profond sentiment d'humilité. Et que c'est pas nous qui décidons, c'est le vent et les marées qui décident de qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau ou pas, comme c'est la météo qui décide si le marin peut, enfin le montagnard peut sortir ou pas, quoi. Et donc on est vraiment dépendant, et il y a du coup cet aspect que les marins, les montagnards ont de regarder la météo tout le temps, parce que c'est ça qui décide du rythme de nos vies. Ouais, absolument. Bon, bah écoute, on a parlé de Kevin Costner, on a parlé de la montagne, chouette, on est vraiment pas allé du tout là où j'imaginais, c'est ça aussi la force d'une interview. Merci pour ça, Maxime. J'ai envie de savoir, et c'est ma dernière question, quelle est la suite pour toi? Avec deux possibles réponses qui peuvent d'ailleurs tout à fait se compléter. Est-ce que tu as déjà un nouveau projet d'écriture? Et puis, je sais, tous tes engagements associatifs notamment, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour toi à ce niveau-là, s'il te plaît? Sur les bouquins, je suis sec, pour regarder le comparatif avec l'eau. Donc, j'ai sorti 3 bouquins en 4 ans. Et un bouquin, c'est 3 à 4 ans de travail. Alors, je les ai fait en parallèle. Et il faut qu'il y ait un feu intérieur très fort, avec une évidence de ce bouquin doit sortir. Et ça, je ne l'ai pas encore trouvé. Donc, sur l'écriture, j'ai plutôt me concentrer sur aller faire la promo, raconter ces bouquins, aller en librairie, rencontrer des lecteurs, aller dans des festivals pour diffuser le message. C'est une partie que j'aime beaucoup aussi. Et donc, pas d'écriture, des petites idées qui émergent, mais rien de très sérieux pour l'instant. Et en revanche, ce qui va prendre beaucoup de mon temps, c'est que je rejoins à 100% Systémique, qui est une ONG que j'ai co-créée, qui travaille sur ce lien entre l'océan et l'alimentation, qui était un peu la suite de On a mangé la mer, où j'ai compris tout ce qui se passait. Je me suis dit, mais il faut agir à échelle plus forte et donc aller embarquer, initier le changement, à la fois des professionnels de l'alimentation, mais aussi de l'État pour réglementer et puis embarquer tout le grand public. Et donc, je me mets à temps plein à partir du 1er septembre sur ce projet. Je rejoins une équipe qui a déjà 2 personnes à plein temps, Esther et Salomé, qui ont fait un travail incroyable pendant 2 ans. Et donc, l'idée, c'est de repeupler l'océan en faisant changer nos systèmes alimentaires, d'abord en France, puis en Europe, puis à l'échelle mondiale. Et on va y aller graduellement d'année en année. Ok, ben écoute, pas de pression, mais quand tu seras prêt pour
faire cette prochaine BD intitulée Water Worlds, où tu partiras dans le monde entier à la recherche des peuples qui, eux, ont réussi à trouver un équilibre avec le monde marin et toutes les manières d'habiter la mer aussi, qui soient en alliance avec ce vivant-là. Moi, je suis ton premier acheteur, en tout cas, n'hésite pas. Ça, c'est une super idée. Attention, parce que on a mangé la mer, c'est quelqu'un qui, comme ça, m'a dit « Ah, ben, il faut que tu fasses ce sujet. » Et puis, ça a germé assez rapidement. Donc, peut-être que dans 3 ans, il y aura un Waterworld. Ah ouais, préface de Kevin Costner, et toi qui pars un peu enquêter sur tous ces peuples qui, alors que nous, on n'a pas encore fait cet effort-là, ou accepté cette évidence-là, ont compris que la mer, c'était un allié extraordinaire, et le monde marin, quelque chose à respecter, parce que forcément, tu le disais, on est complètement interdépendant de ce milieu. Ouais. Il y a Isabelle Autissier, et on peut conclure là-dessus, c'est Isabelle Autissier qui dit souvent « Il n'y a pas de planète en bonne santé avec un océan qui est malade. » Merci Maxime. Merci Julien. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour soutenir Radio Recyclerie, vous pouvez partager cet épisode autour de vous, l'évaluer positivement et vous abonner au podcast. Radio Recyclerie met en onde les foisonnantes discussions enregistrées à la Recyclerie, un tiers-lieu engagé situé porte de Clignancourt à Paris. Venez-y pour prolonger les conversations et faire vibrer les écologies.